On commence l'examen clinique du rachis par une inspection dos au patient. On recherche alors une déviation de l'axe de la colonne vertébrale qui peut correspondre à une attitude scoliotique ou à une scoliose. Puis on fait pencher le patient en avant. L'apparition d'une gibbosité confirme le diagnostic de scoliose, alors que son absence traduit la présence d'une attitude scoliotique. On poursuit l'inspection du rachis dans le plan sagittal pour vérifier la présence des courbures physiologiques rachidiennes, lordose cervicale, syphose thoracique et lordose lombaire. On procède ensuite à la palpation des épineuses rachidiennes, une à la recherche d'une douleur. Puis, on palpe les muscles paravertébraux de manière bilatérale et symétrique à la recherche de contractures, sans oublier de palper les trapèzes. On percute avec le poing les épineuses pour rechercher une douleur à la vibration. On recherche ensuite les amplitudes articulaires rachidiennes en commençant par les amplitudes cervicales, rotation droite et gauche, flexion avec mesure de la distance menton-sternum, inclinaison latérale, et extension en mesurant notamment la distance occiput-mur. Puis on évalue les mobilités lombaires avec l'antéflexion. On évalue l'extension rachidienne en plaçant son poing dans le dos du patient et en l'emmenant en extension. Une douleur ou une raideur lors de cette manœuvre est synonyme d'un syndrome articulaire postérieur. Il est possible de sensibiliser la manœuvre en effectuant dans le même temps des mouvements de rotation. On évalue l'inclinaison latérale en demandant au patient de faire glisser sa main le long de sa cuisse. Il est possible de mesurer objectivement la raideur rachidienne avec l'indice de Schober. Pour ce faire, on palpe les crêtes iliaques, ce qui nous permet de déterminer la zone de transition L4-L5. On trace un premier trait, puis on mesure vers le haut 10 cm avec le mètre ruban. On redemande au patient de se mettre en antéflexion au maximum et on mesure la distance entre les deux traits qui doit normalement avoir augmenté d'au moins 4 cm, soit 14 cm au total. En deçà, on parlera de raideur rachidienne. L'examen du rachis peut être poursuivi à la recherche d'un syndrome radiculaire. Au niveau cervical, pour la recherche d'une névralgie cervico-brachiale, on pourra réaliser la manœuvre d'étirement de la racine en faisant tendre le bras du patient du côté atteint, main vers le bas, puis en inclinant la tête du côté opposé. Cette manœuvre de recherche de conflit disco-radiculaire est positive si elle reproduit la douleur sur le trajet radiculaire. De la même manière, il est possible de rechercher un signe de Sperling en comprimant la tête du patient pour écraser les disques intervertébraux et provoquer la douleur radiculaire. Au niveau lombaire, on recherchera un signe de la sonnette qui correspond au déclenchement d'une douleur radiculaire lors de la palpation des muscles paravertébraux. Un signe de Lassègue qui correspond à la reproduction de la radiculalgie lors de la flexion de hanche, jambes tendues,
jusqu'à 60 degrés. Un LASEG positif signe une atteinte des racines L5, S1. Un signe de Léry qui correspond à la reproduction de la radiculalgie lors de la mise en tension des racines L3, L4. Pour le rechercher, on place le patient en décubitus ventral, on fléchit le genou et on réalise une extension de hanche. Le syndrome radiculaire se définit comme l'irritation d'une racine à l'origine d'une douleur de topographie radiculaire avec une abolition des réflexes ostéotendineux des racines concernées et d'un potentiel déficit sensitif ou moteur qu'il conviendra de rechercher. Une forme particulière du syndrome radiculaire est le syndrome de la queue de cheval qui se présente sous la forme d'une compression pluriradiculaire sous le niveau L2. On retrouve cliniquement, en plus du syndrome radiculaire classique, une anesthésie en selle et une abolition des réflexes sphinctériens. On poursuit l'examen rachidien par l'examen des articulations sacro-iliaques en recherchant une douleur provoquée lors de la manœuvre de cisaillement ou lors de la manœuvre de compression. L'examen du rachis doit être systématiquement complété d'un examen des hanches en raison de l'intrication des pathologies et des douleurs projetées. On cherchera une réduction des amplitudes articulaires de hanche ainsi que des douleurs provoquées par la mobilisation. L'examen s'effectue de manière bilatérale et comparative, en commençant par l'abduction de hanche, puis l'adduction de hanche, puis la flexion, et enfin les rotations internes et externes. L'extension de hanche est évaluée chez un patient en décubitus ventral. On soutient le genou avec la main et on soulève le membre inférieur.